Coucou les addicts, voilà on y est, le 10e épisode de la saison 8, le dernier de la série, après 8 saisons et 101 épisodes. Je vous préviens tout de suite d'une chose, je ne vais pas pouvoir tout dire aujourd'hui, il y a dans cet épisode et dans cette saison de quoi faire 2 vidéos, et j'ai préféré les séparer plutôt que de tout entasser. Alors aujourd'hui on reste dans l'épisode, comme on l'a fait pour tous les autres. Le titre, la title card, mes impressions, mon top, mon flop, et les grands fils qui traversent l'épisode. Et on se retrouvera très vite pour une deuxième vidéo, celle du bilan, où je vous parlerai de la saison dans son ensemble et surtout de tout ce que la série nous laisse dans les mains sans vraiment nous l'expliquer. Installez-vous, on a beaucoup à se dire et c'est la dernière fois. And the world was all around us. Et le monde nous entoura. La traduction ici ne pose aucun problème. Le titre est beau dans les deux langues. Mais reste à savoir de quoi il parle. On pourrait croire qu'il parle de paysage, et ce serait bien dans le ton de la série, mais en réalité, cette phrase est dans la bouche de Claire la veille de la bataille. Jamie lui redemande de partir vers le XXe siècle avec toute la famille, s'il venait à mourir, mais elle refuse. Elle lui explique que Brianna n'abandonnera jamais son fils, puis elle ajoute que s'il n'est plus là, elle voudrait rester ici, parce qu'elle pourra le sentir tout autour d'elle dans la vie qu'ils ont construite tous les deux. Le titre ne parle donc pas d'un décor, il parle de ce qui nous entoure encore quand quelqu'un n'est plus là. Et vous allez voir que l'épisode entier tient là-dedans. Alors, la title card est intéressante elle aussi, et je vous laisse savourer. Ce sont donc les Myosotis, strictement la même image que dans le tout premier épisode de la série. Diana Gabaldon avait insisté à l'époque pour qu'il figure ces Myosotis dès le pilote, et 12 ans plus tard, le dernier épisode s'ouvre exactement sur la même title card. La boucle ne commence pas dans les 10 dernières minutes, elle commence avant même la première réplique. Et avant cette title card, il y a une ouverture à froid, et c'est un plan que je vous invite à revoir pour lui seul. On part d'un ciel étoilé, et regardez bien. Pour moi, c'est clairement le ciel de l'épisode 15 de la saison 7, celui des flashbacks de Claire et Jamie lorsqu'ils sont à Monmouth. La caméra descend lentement depuis ce qu'on pourrait supposer être l'étoile polaire, et à mesure qu'elle descend, ce qui scintillait devient une pluie d'étincelles. On découvre alors la croix enflammée et Jamie devant elle. On passe donc d'une étoile qu'on suit pour s'orienter jusqu'au feu que des hommes viennent d'allumer pour partir se battre. Et il y a une strate de plus qui est très bien relevée sur un blog que j'ai lu. Cet appel des clans, ce n'est pas seulement un rassemblement de combattants, c'est le rappel de tout ce qui peut disparaître en une seule génération. La culture des Highlands a été méthodiquement démantelée après les soulèvements jacobites, vous le savez, et avec elle, une langue, des vêtements, une manière de vivre en communauté qui avait tenu pendant des siècles. Le dernier épisode nous ramène à cette culture-là, telle qu'on l'avait découverte en saison 1, juste avant de la voir partir à la guerre. Le premier mot de l'épisode, le tout premier, c'est « Je suis prêt ». La devise du clan Fraser, bien sûr vous la connaissez tous, mais ce qui m'intéresse, c'est le moment où elle tombe. À cet instant, Jamie a déjà écrit son testament, il a déjà fait ses adieux, on le verra plus tard dans l'épisode, il a déjà parlé aux abeilles. Quand il dit qu'il est prêt, il ne parle pas de la bataille, et tout le reste de l'épisode va vérifier cette phrase-là. Ensuite viennent des cris de guerre des différents clans, non traduits, non sous-titrés, comme toujours, mais tendez l'oreille quand même parce que c'est Roger qui lance le tout le card des Mackenzie. Et ce n'est pas la première fois, il l'avait déjà crié en saison 4, au grand rassemblement de Grandfather Mountain, devant un cerf enflammé, lui aussi, aux côtés de Brianna. Ce petit universitaire d'Oxford qui reprend le cri de guerre de ses ancêtres, franchement, il en a fait du chemin. Et puis ensuite le générique. Et là, je pense qu'on a tous eu le même frisson. La voix de Raya Yarbrough, les images de la saison 1. Toute la saison avait tourné avec le générique remanié et la version d'Annie Lennox. Et pour cette dernière heure, ils ressortent la vieille bande, les images, la musique d'origine. Bien sûr, seuls les noms ont été changés, forcément, puisque ce ne sont pas les mêmes acteurs ni le même scénariste. Justement, un mot sur la signature de l'épisode. Et regardez un peu qui a écrit les 3 derniers épisodes de la série. L'épisode 8, Ron Moore, le tout premier showrunner, celui qui l'a porté sur les fonds baptismaux. Épisode 9, Diana Gabaldon elle-même. Et pour ce 10e et dernier épisode, c'est Matt Bierroberts, celui qui a mené cette série jusqu'au bout. 3 heures, 3 plumes, dans cet ordre-là.
Et je trouve assez juste que ce soit Matt Roberts qui referme parce qu'il va faire ensuite un choix que je respecte beaucoup, celui de ne pas expliquer sa fin et de nous la laisser. Libre interprétation. Et il le dit très bien d'ailleurs et j'y reviendrai. À la réalisation, on retrouve Emer Conroy qui signait déjà l'épisode 9. Je l'avais salué la semaine dernière pour avoir tenu un épisode très chargé, sans jamais rien bousculer. Et on lui a donc confié, bien sûr, comme à chaque fois, 2 épisodes d'affilée. Donc le dernier, c'est aussi à sa main. Elle tient toute la fin de la série entre ses mains et je pense qu'elle a plutôt bien réussi. Je vous fais un aveu. J'ai revu cet épisode il y a quelques jours, donc 3 mois après la diffusion. Le carnet dans mes mains, avec l'œil de celle qui va tout décortiquer. Et j'ai pourtant pleuré autant que la première fois. Ça ne m'arrive pas si souvent. En général, ce visionnage analytique refroidit un petit peu parce que j'observe la mécanique. Alors là, la mécanique, j'y ai prêté attention, je l'ai vue, je pense, hein, et je vais vous en parler, mais elle ne désamorce rien du tout. Ce qui m'a frappé cette fois, c'est à quel point tout converge vers 2 personnes. Cet épisode appartient à Claire et Jamie du premier plan au dernier, et le reste de la distribution s'efface pour leur laisser toute la place. Beaucoup de personnages ont très peu de dialogue, certains n'en ont même aucun. Yann et Rachel, par exemple, se disent au revoir sans un mot. Claire et Brianna aussi, elles se serrent l'une contre l'autre, et c'est tout. Alors je sais qu'on pourrait le reprocher à la série, et certains ne s'en sont pas privés, mais moi je crois que c'est le bon choix, et surtout qu'on l'a bien mérité. Depuis 8 saisons, on regarde cette histoire pour eux deux. Alors quand arrive la dernière heure, la série range les meubles, éteint les lumières autour, et braque tout sur eux. C'est cohérent, c'est assumé, et c'est exactement ce que j'attendais. Alors cela dit, 2 personnages tirent quand même leur épingle du jeu, à mes yeux, et je veux les citer parce qu'ils sont de très beaux satellites. D'abord Brianna, avec cette scène d'adieu à son père sur le porche, sur laquelle je reviendrai, et Roger. Roger est présent d'un bout à l'autre de la bataille, solide, jamais démonstratif. Il bénit les hommes, il suit Claire dans le chaos alors qu'il aurait toutes les raisons de rester à l'arrière. Il ramasse les blessés, et c'est lui qui trouvera le courage impossible de dire à Claire qu'il faut y aller. Richard Rankin joue tout ça en retenue, sans jamais tirer la couverture, et après un parcours parfois cabossé, son personnage arrive à une forme d'accomplissement très tranquille. S'il fallait résumer l'épisode d'une phrase, je dirais qu'il n'est pas construit autour d'une mort, mais autour de l'organisation d'une absence. Regardez ce que fait le premier tiers de l'épisode. Un testament, des objets qu'on distribue, une maison qu'on confie, une enfant qu'on rassure, des abeilles qu'on prévient. Jamie ne passe pas cet épisode à se préparer à mourir, il le passe à préparer les autres à vivre sans lui. Et la série fait exactement la même chose avec nous, au même moment. Allez, on y entre. Mon top, mon flop, et puis 4 grands thèmes. Mon top, c'est la scène au lit, à l'aube, qu'on appelle la scène des abeilles. 8 minutes, et je crois qu'elles contiennent en fait tout l'épisode. Ce qui va se passer dans l'heure qui suit est déjà là, posé sur l'oreiller, chuchoté à voix basse entre Claire et Jamie. Et donc il se réveille, Jamie propose qu'il fasse semblant que ce soit un matin comme les autres, et Claire lui raconte qu'elle est descendue voir les abeilles la nuit précédente. Claire raconte donc qu'elle a vu 2 abeilles endormies dans une rose trémière, couvertes de pollen, enlacées, chacune tenant les pattes de l'autre. Et Jamie lui pose une seule question. Il lui demande si elles étaient mortes. Nous sommes à la 8e minute de l'épisode, il reste 1 heure. Et l'homme qui va mourir dans 1 heure demande à sa femme si les 2 créatures endormies étaient mortes. Elle répond que non. Elle dit qu'elle l'a cru la première fois qu'elle a observé cette image, mais elle l'a revue plusieurs fois depuis, et elle affirme qu'elles dorment simplement en attendant que le soleil vienne les réchauffer pour pouvoir repartir. Et elle ajoute que d'habitude, on voit une seule abeille faire ça, mais que là, elles étaient 2 blotties l'une contre l'autre. La scène continue et elle n'arrête pas d'empiler les choses. Jamie récite Yeats, la strophe des 9 rangs de haricots et de la ruche dans la clairière bourdonnante. Claire s'étonne qu'il s'en souvienne et il répond que c'est le seul bout dont il se souvienne. Mais retenez ça pour tout à l'heure. Puis il parle de la ville tranquille qu'ils n'auront jamais eue. On peut en témoigner. Sans un épisode d'absence de tranquillité totale, je pense qu'on peut le dire. Et Jamie dit qu'il a vécu plus longtemps qu'il ne le croyait, qu'il a vu ses petits-enfants et que ce n'est pas donné à tout le monde. Et arrive le moment où, quand on revisionne, qui nous interpelle un petit peu.
Jamie dit que s'il arrive au paradis, il y aura sûrement un arrangement pour savoir comment va sa famille sans lui, qu'il aimerait bien jeter un petit coup d'œil. Il ajoute, moitié sérieux, moitié rieur, qu'être un fantôme doit être assez intéressant et qu'il y a un certain nombre de personnes à qui il aimerait bien rendre visite dans cet état, rien que pour voir leur tête. Claire, les larmes aux yeux, lui demande alors s'il viendrait la voir, elle, et Jamie sourit et répond « Peut-être juste un petit coup d'œil, Sassenard, je ne voudrais pas te faire peur ». Donc il y a un petit peu d'humour derrière tout ça. Mais le fantôme d'Inverness devient donc rétroactivement une promesse tenue. Un mari qui avait dit qu'il passerait jeter un œil et qui passe. Et c'est ce qui rend le moment vertigineux, c'est que Jamie ignore tout de cette histoire. Claire ne lui a jamais raconté que Frank avait vu un Highlander sous sa fenêtre en 1945. Est-ce qu'elle s'en souvient d'ailleurs? Est-ce que je me trompe? Je crois pas. Je crois pas qu'elle lui ait raconté. Et il plaisante donc sur quelque chose qu'il a déjà fait sans le savoir. La scène se termine sur l'évocation du vase bleu. Claire raconte qu'à son arrivée en Écosse, elle s'est arrêtée devant une vitrine et qu'elle a vu ce vase et qu'elle s'est dit qu'elle n'avait jamais vécu assez longtemps au même endroit pour posséder une chose aussi simple. Qu'à cet instant, elle n'avait jamais rien désiré autant au monde. Et Jamie lui demande si elle l'a acheté. Elle répond que non parce que le lendemain matin, elle est montée à Craignadoon chercher une certaine fleur bleue. Et Jamie lui pose alors la question qu'il n'a probablement jamais osé poser en 30 ans. Est-ce qu'elle regrette parfois d'avoir vu cette fleur et touché cette pierre? Et Claire répond qu'elle n'a toujours pas ce vase, mais qu'elle a eu tout ce qu'elle ignorait vouloir avoir. Puis elle lui souhaite d'avoir eu lui aussi tout ce qu'il voulait. Et Jamie dit non. Il dit qu'il aimerait dormir dans une fleur avec elle en lui tenant les pieds. C'est le dernier plan de la série, décrit 1 heure à l'avance par l'homme qui va y être allongé. Un mot sur les coulisses, parce qu'elles rendent la scène presque insoutenable quand on les connaît. Enfin, insoutenable, je m'entends. En fait, c'est la toute dernière que Katrina Balfe et Sam Yuan ont tourné ensemble. Et Matt Roberts a expliqué qu'il avait organisé tout ça exprès. Il voulait finir sur eux deux et sur eux seuls. 7 pages de dialogue que la réalisatrice filme presque comme du théâtre, avec très peu de plans de couverture pour les laisser jouer le moment en entier. Au fil de la journée, le plateau s'est rempli, les producteurs, l'équipe, les autres comédiens, jusqu'à plusieurs centaines de personnes venues regarder. Katrina raconte que son œil n'arrêtait pas de trembler pendant son gros plan, tellement elle se retenait de fondre en larmes. Et Sam dit qu'il était persuadé que la scène ne fonctionnerait pas parce qu'ils étaient tous les deux trop submergés. Et quand ils ont crié « coupé », Katrina a fondu en larmes. Alors la prochaine fois, regardez leurs mains, elles ne s'arrêtent jamais. Claire caresse le dos de la main de Jamie, il répond avec le pouce. Ce sont 2 personnages qui se disent au revoir et aussi 2 acteurs qui savent que c'est la dernière fois. Et mon flop, c'est Fanny en fait. Et ce n'est pas un reproche ni à la scène, ni à la comédienne, bien au contraire, et c'est justement ça qui me chiffonne. Au début de l'épisode, dans le testament, Jamie énumère ses petits-enfants, et Frances est là, nommée parmi eux, sans que personne n'en fasse une scène. Elle entre dans la famille par un document officiel scellé du sceau de Jamie, et je trouve ça assez bouleversant. Et puis vient la scène. Fanny est en colère, elle reproche à Claire d'avoir promis qu'elle serait toujours là, et de partir quand même. Elle lui dit qu'elle lui a menti. Elle raconte qu'elle les a entendus, elle et Jamie, parler du fait que son grand-père ne reviendrait pas, et que malgré tout, ils vont à la bataille. Elle voudrait venir, elle dit qu'elle n'a pas peur, qu'elle peut aider, qu'elle aide tout le temps. Et puis plus bas, elle lâche qu'elle vient juste de les trouver et qu'elle ne peut pas les perdre si vite. Et Claire s'assoit, lui pose la main sur le cœur et lui répond qu'il y a quelque chose qui les relie, quelque chose qui dépasse le temps et le lieu, que Fanny ne peut pas le voir, mais que c'est là, dans leur cœur, et qu'elles seront toujours ensemble. Et elle finit par « Tu n'es pas seule, tu ne le sauras jamais, quoi qu'il arrive et où que nous soyons ». J'ai eu la même sensation à tous mes visionnages dès le premier, et je l'assume. Dans cette scène, la série ne parle pas qu'à Fanny. Elle choisit son personnage le plus récent, la dernière arrivée, celle qui vient à peine de découvrir les fraiseurs et à qui on les enlève déjà, et elle lui fait dire exactement ce qu'on ressent. Nous aussi, à l'échelle d'une vie, on vient de les trouver, et nous aussi, on nous les enlève. Alors pourquoi c'est mon flop? Parce que dans la même heure, la série l'abandonne. Souvenez-vous de l'épisode précédent, la pierre qui se fend sous sa main. Le résumé d'ouverture prend même la peine de nous le remettre en tête. Donc la série sait très bien qu'elle nous doit quelque chose. Et puis plus rien.
On lui donne un des plus beaux dialogues de l'épisode, on la fait entrer dans le testament comme une petite fille, on la met au centre d'une des scènes les plus émouvantes, et on referme la série sans jamais revenir à la question qu'on venait de poser. En fait, on installe Fanny dans nos cœurs, et on la laisse tomber dans le récit. Alors je ne vais pas dérouler tout le fil ici, parce qu'il est loin d'être le seul, et qu'il mériterait une vidéo à lui tout seul. Et c'est justement de ça dont je vous parlerai dans la seconde vidéo. Mais pour cet épisode-là, Fanny reste mon flop. On lui a donné une famille, mais on ne lui a pas donné son histoire. Mon premier thème, je l'ai intitulé « Mettre le monde en ordre avant de partir ». Le premier tiers de l'épisode, je l'ai dit, est une longue mise en ordre et je pense que ça mérite qu'on en parle. Ça commence par le testament que Jamie dicte en voix off. Et regardez justement ce que fait la réalisation pendant ce temps-là. Elle ne filme pas Jamie en train d'écrire, ou pas que, elle filme Claire dehors en train de récolter le miel. Et dès la 4e minute, le testament et les abeilles sont tressés ensemble. Ce que Jamie met en ordre par écrit, Claire le met en ordre dans le jardin. Je ne vais pas vous détailler qui reçoit quoi, ça n'aurait pas grand intérêt, mais ce qui compte, c'est que ce testament n'est pas une liste de biens, c'est une déclaration sur qui compose sa famille. Et 3 legs disent quelque chose que Jamie n'a peut-être pas dit à voix haute. Yann d'abord, à qui il laisse ses outils et ses armes, et qu'il désigne dans l'acte comme celui qui a été comme un fils pour lui. Marsali ensuite, à qui il laisse ses plumes, son encre et sa papeterie, c'est-à-dire l'imprimerie de Fergus et la sienne, c'est ce qui faisait de lui un imprimeur, c'est hyper symbolique. Et ses livres, il les partage entre ses petits-enfants sous la supervision de Roger, ce qui fait de Roger le gardien de la transmission jusqu'au bout. Et il y a William. Jamie écrit à mon fils naturel, William James Fraser, également connu sous le nom de William Clarence Henry George Ransom, 9e comte d'Ellesmere. Mon fils, écrit noir sur blanc dans un acte destiné à être lu par des notaires et des inconnus. Et le nom Fraser placé avant le nom Ransom. Après plusieurs saisons de paternité impossible, la reconnaissance n'arrive pas dans une grande scène de dialogue, mais dans un document juridique, et je trouve ça d'une grande justesse. Il faut préciser que ce n'est pas une invention de la série, c'est mot pour mot ce qui est dit dans le chapitre 142 du tome 9. Pour ceux qui ont le roman sous la main, un détail que la série a coupé et que j'aime beaucoup, dans le livre, Jamie écrit Claire Elizabeth Beecham et ajoute mentalement qu'il veut bien être damné s'il met le nom de l'autre là-dedans. Alors l'autre, entendez Frank Randall, et donc il refuse d'écrire Randall dans son propre testament. Ensuite, Jamie va parler aux abeilles. C'est la coutume qui donne son titre au tome 9, vous le connaissez, et la série le joue au premier degré. Il s'approche des abeilles, les salue poliment, s'excuse presque de ne pas avoir le temps de parler du temps qu'il fait, et il leur demande une chose. Si elle vient vous voir et qu'elle vous dit que je suis partie, vous la nourrirez, vous prendrez soin d'elle. Ce que Jamie fait là, c'est confier sa femme. Il ne se prépare pas à mourir, il place les siens. Et c'est là qu'il retrouve un morceau de plus du poème de Yeats, la strophe sur la paix qui tombe goutte à goutte. Pour les amateurs d'anecdotes, c'est aussi de ce poème qu'est tiré le titre en version originale de l'épisode 10 de la saison 4, The Deep Heart's Core, ce qui veut dire en gros le tréfonds du cœur, qui a été traduit en français par Au plus profond du cœur. Reste les adieux. Et ce qui est très fin, c'est que chacun est taillé à la mesure du lien. Brianna et Roger parlent de la maison qu'ils vont construire, très concrètement, en gens raisonnables qui se projettent, et elle finit par lui demander de ramener son père. Yann et Rachel ne se disent rien, un baiser, et il part. Claire et Brianna ne disent rien non plus. Elles s'étreignent longuement, sans savoir si elles pourront se revoir. Détail de costume, là dans la scène, elles portent exactement le même vert foncé. La mère et la fille habillées à l'identique au moment de se séparer. Et puis, il y a Brianna et Jamie sur le porche, et on va se poser un petit instant pour regarder ce que ça représente pour elle. C'est la 3e fois au moins que Brianna dit au revoir à ses parents. Elle l'a fait dans les années 60 avec Claire, elle l'a refait à Fraser's Ridge au début de la saison 7, et là elle recommence. Il y a quand même assez peu de personnages dans cette série à qui on aura autant demandé de laisser partir les siens. Jamie lui rend le livre de Frank et il dit que Frank lui a fait un bien grand cadeau puisqu'il l'a élevée et qu'il a fait d'elle ce qu'elle est, la lumière de leur vie, le fruit de leur amour, leur lueur d'espoir. Et il ajoute cette phrase qui sonne comme une épitaphe pour la série entière. Quoi qu'il arrive et quelle que soit la façon dont l'histoire se termine, ça en aura valu la peine.
Et puis il lui dit qu'elle ressemble à sa mère. Elle proteste, on ne lui dit jamais qu'elle ressemble à Claire. Et Jamie répond que ce n'est ni une histoire de cheveux, ni une histoire d'yeux, mais l'expression de son visage quand elle touche Jem ou Mandy ou le petit Davy, quand elle parle de Roger Mac le soir sur ce porche, avec la lumière de la lune dans les yeux. Tu ressembles à ta mère quand elle aime, c'est tout ce que je veux dire. Et Brianna lui répond qu'elle n'a pas besoin de lui dire qu'elle l'aime puisqu'il le voit dans ses yeux, mais qu'elle va quand même lui dire. Je t'aime, papa. C'est court, c'est pudique, et pour moi c'est l'un des sommets émotionnels de l'épisode. Deuxième thème, ce que la bataille fabrique. Alors je ne vais pas vous raconter Kings Mountain plan par plan parce que vous l'avez vu. Ce qui m'intéresse, c'est ce que la séquence fabrique parce qu'elle est construite comme un piège et qu'elle nous fait vivre très exactement ce que vit Claire. Le premier élément, et c'est un choix de mise en scène très inhabituel, à 2 reprises, une voix off vient nous donner les faits historiques, les effectifs en présence, le sifflet d'argent dont se servait Ferguson faute d'avoir assez de voix pour couvrir le bruit du combat, et cette voix, c'est celle de Frank. C'est assez fidèle au roman, où c'est bien sa voix qui résonne dans la tête de Jamie. Mais posez-vous une seconde sur ce que ça produit à l'écran. Frank Randall a écrit le livre qui annonce la mort de Jamie Fraser. Et voilà qu'il commente cette mort quasiment en direct, comme un historien qui relirait ses propres notes pendant que ça se passe. Deuxième élément, c'est la question de la miséricorde. Jamie demande à Roger de bénir les hommes, Roger improvise et il termine en demandant la grâce de faire preuve de miséricorde quand ils le pourront. La série pose donc une règle morale, à voix haute, devant tout le monde. Et elle passera les 30 minutes suivantes à montrer que cette règle ne protège personne. Le seul homme à qui on proposera la miséricorde, c'est Ferguson, et il refusera, il tuera Jamie avec. Petit détail au passage qui n'a l'air de rien, tous les hommes répondent Amen et remettent leur chapeau au moment où Jamie et puis Roger s'expriment. Claire, non, elle ne dit pas Amen. On le sait, elle n'a jamais été très croyante, ou en tout cas, elle n'exprime jamais vraiment sa foi. Et là, la série tient sa ligne jusqu'à la dernière heure. Troisième élément, et c'est celui que je trouve le plus fort, Claire perd son sac de médecine. Elle monte vers la bataille, une explosion la jette au sol et son sac médical roule au bas de la colline. Alors pas très loin, je pense, mais elle ne redescend pas le chercher. Elle relève ses jupes et elle monte encore plus vite. Ce sac, c'est son métier. Il contient tout ce qu'elle sait faire, c'est ce qu'elle traîne depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est son identité, c'est ce qui fait qu'elle est utile partout où elle passe. Et là, elle l'abandonne pour aller plus vite vers son mari. Elle monte cette colline en épouse et pas en médecin. Voilà pourquoi je voudrais nuancer un peu le reproche qu'on lit beaucoup, que j'ai beaucoup lu, y compris sous la plume de lectrices très fines comme Karen Henry, qui estiment que la série a montré une Claire paralysée par le chagrin au lieu de la chirurgienne combative du roman. Quand Jamie tombe, Claire n'a plus rien, ni instrument, ni pansement, rien. La série l'a désarmée un quart d'heure plus tôt, et on nous l'a montré à l'image. Alors elle dit qu'il faut arrêter l'hémorragie, elle dit qu'elle ne va pas rester là à le regarder mourir, mais elle n'a plus que ses mains. Et ce qu'on prend pour de la passivité et peut-être surtout du dénuement. Alors cela dit, je comprends très bien la frustration, d'autant que Katrina Balfe elle-même a déclaré qu'elle aurait aimé une scène plus mystique, où Claire aurait eu davantage de pouvoir d'action. Quatrième élément, la Dame de Chalotte. Et là, je trouve la série d'une intelligence remarquable. Restée en arrière avec Roger, Claire lâche qu'elle a l'impression d'être la Dame de Chalotte, interdite de quitter sa tour, maudite, incapable de voir ce qui se passe autrement qu'à travers un miroir. Et Roger lui répond qu'on va essayer de ne pas briser le miroir tout de suite. Il fait ce que Jamie lui a demandé, c'est-à-dire de rester avec Claire et de l'empêcher d'aller trop près des combats. Sauf que dans le poème de Tennyson, la Dame de Chalotte meurt précisément au moment où elle cesse de regarder le monde dans son miroir et où elle le regarde en face. Claire se compare à elle et fait ensuite exactement l'inverse. Elle sort de la tour, elle monte, elle regarde le champ de bataille de ses propres yeux. Elle ne meurt pas tout de suite. C'est Jamie qui tombe. La série convoque ici une malédiction pour finalement mieux la déplacer. Cinquième élément, le faux soulagement. Et là, c'est le plus beau que la série nous ait fait. Les Britanniques battent en retraite, le champ de bataille est aux patriotes, Jamie et Claire se cherchent du regard à travers la fumée, courent l'un vers l'autre, s'embrassent et se posent front contre front. On a déjà vu ça 1000 fois. Jamie dit que c'est fini, Claire répond que Frank s'est trompé, on y croit. Et moi la première, malgré ce que je connais des livres, qui entre nous à ce stade ne sont plus très suivis, puisqu'il faut quand même boucler la série, on en a déjà parlé.
Et puis, Claire redescend, Jamie s'approche de Ferguson, qui est prisonnier, il lui demande sa reddition. Ferguson répond qu'il ne se rendra jamais et il tire. Et là, c'est le drame, hein. Et je voudrais qu'on soit ensemble tous très lucides là-dessus. Jamie Fraser ne meurt pas d'un coup du sort ni d'un sacrifice héroïque. Il meurt parce que personne n'a pensé à fouiller Ferguson. On tient un officier ennemi, on le désarçonne, on le traîne, on le garde vivant pour obtenir sa reddition, et pas un seul de ces hommes, dont plusieurs sont des combattants aguerris, ne vérifie s'il a encore une arme. Et l'arme en question, c'était pas un pistolet de poche, hein. Alors beaucoup y ont vu une facilité d'écriture, et je l'ai pensé aussi sur le moment. Aujourd'hui, je crois que c'est justement le propos. Il n'y a aucune grandeur dans la mort de Jamie. Pas de duel, pas de face-à-face, pas de destin qui s'accomplit dans les règles. Après 12 ans, après Culloden, après les prophéties et les livres de Frank, Jamie Fraser meurt à cause d'une étourderie. C'est banal, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus juste aussi, parce que à la guerre, c'est comme ça qu'on meurt. Il faut savoir d'ailleurs que ce n'est pas une invention de scénariste. Le major Patrick Ferguson, qui est un personnage tout à fait réel, est mort à Kings Mountain le 7 octobre 1780, et selon les récits des patriotes, il a été désarçonné, traîné par son cheval jusqu'à la ligne, jusqu'à leur ligne des patriotes. Et quand un patriote s'est approché pour recevoir sa reddition, il a sorti son pistolet et il lui a tiré dessus comme dernier acte de défi. Bien sûr, les patriotes l'ont ensuite criblé de balles. La série a pris un fait documenté et elle y a mis Jamie Fraser à la place de l'officier anonyme, et c'est tout à fait ce qu'elle fait depuis 12 ans. Enfin, la série ou Diana, hein, bien sûr. Au moment du coup de feu, regardez Claire. Elle est de dos, elle s'éloigne et elle ne voit rien. Elle s'arrête net et porte les mains à son cœur. Et c'est le payoff, hein. Enfin, c'est un juste retour des choses et c'est exactement ce qu'elle disait dans la saison 7 quand elle expliquait à Lord John qu'elle le saurait, qu'elle le sentirait si Jamie était mort. Matt Roberts l'a confirmé, il ne voulait pas que Claire entende le coup de feu. Il voulait qu'elle le ressente. Et j'en arrive à ce qui m'a occupée pendant plusieurs jours. Jamie meurt en disant « Pardonne-moi, Sassenach ». Ces derniers mots ne sont donc pas « je t'aime ». Et ça m'a heurté la première fois que je l'ai vu parce qu'à la fin de la saison 5, Jamie fait cette promesse à Claire. And the day shall come that we do part. If my last words are not I love you, again it's because I didn't have time. Et une demi-heure avant de mourir, il le lui a dit en fait. Il m'a fallu un deuxième visionnage pour m'en rendre compte. En gaélique, avant de monter au combat. Et Claire lui a répondu dans la même langue, ce qui, si je ne me trompe pas, est la première fois qu'elle parle gaélique dans la série, en dehors du serment de leur mariage qu'elle prononçait sans en comprendre un mot. Il a dit « je t'aime » pendant qu'il en avait le temps, en sachant qu'il ne l'aurait sans doute pas à la fin. La promesse est tenue par anticipation, et ça libère, c'est vrai, dernier mot pour autre chose, pour demander pardon. Passons à mon troisième thème que j'ai appelé le temps suspendu et la lumière qu'on ne voit pas. Ce qui suit le coup de feu, c'est une longue séquence presque hors du temps, et c'est là que Katrina Balfe fait, à mon avis, son plus beau travail de toute la saison. Après la mort de Jamie, Yann s'approche et dit à sa tante qu'il est parti, et là commence le déni. Claire répète plusieurs fois qu'il a juste besoin de se reposer, qu'il a besoin de reprendre des forces. Les hommes tombent à genoux les uns après les autres, la nuit tombe et elle n'a toujours pas lâché le corps. Et à un moment, seule dans le noir, elle lève la tête et elle crie « Où es-tu » Je pense qu'elle ne parle pas au corps qu'elle tient dans les bras, elle parle à l'autre, à celui qui vient de sortir, son âme, et elle l'appelle. Gardez ça en tête pour la suite, je vais en reparler, parce qu'il va effectivement se passer quelque chose. Au matin, Roger revient. Il lui dit qu'il ne prétendra pas savoir ce qu'elle ressent, ni qu'il existe quoi que ce soit à dire pour rendre ça moins pénible, mais qu'il y a des choses qui doivent se faire maintenant et qu'il faut le ramener à la maison. Claire, sans lever les yeux, répond qu'il est chez lui. « He is home », sur un champ de bataille, au milieu de nulle part, sur une pierre. Si vous vous souvenez de la saison 1, quand Jamie dit à Claire qu'elle est son foyer, et de la saison 2, quand elle le lui rend aux pierres, vous savez exactement ce qu'elle vient de dire. Cette notion de foyer qui a traversé vraiment toute la saga.
Un petit mot sur le temps passé par Claire auprès du corps de Jamie, parce que c'est un point qui a fait beaucoup discuter et qu'il faut poser. À l'écran, Jamie meurt en fin de journée, la nuit passe, et c'est au matin que Claire s'allonge contre lui. Une nuit et quelques heures supplémentaires, donc. Et puis, ce souffle de vie à la toute fin. Beaucoup de spectateurs ont buté un peu là-dessus. Comment ramène-t-on quelqu'un qui est mort depuis toute une nuit? Et si ça vous a gêné, sachez que le roman va encore plus loin. Dans le livre, Jamie reste mort 4 ou 5 jours. Meryl Davis en a parlé d'ailleurs, et elle en rit elle-même, elle dit que c'est un truc de fou. Et puis elle ajoute quelque chose que je trouve très juste. En fait, c'est ça aussi Outlander, il y a de la magie dans ses livres. Ça force un peu la crédulité, mais ça fonctionne. À côté de ça, la seule nuit de la série est presque raisonnable. Et donc Claire s'allonge contre lui, sa main se pose sur sa poitrine et puis sa main retombe. Et c'est ici qu'il faut que je vous parle de quelque chose. C'est à cet instant précis, quand la caméra commence à s'éloigner, qu'on voit un éclat de lumière bleue qui passe entre leurs deux corps. Une fraction de seconde. Honnêtement, je ne l'ai pas vu la première fois, et même une fois que j'ai su, j'ai eu du mal à le capter, alors que je le cherchais, en sachant que ça existait. Et d'autres très gros fans sont passés à côté. Reshma Gopaldas, vous savez, cette intervieweuse, dit aussi sur son blog qu'elle ne l'a pas vu au premier visionnage. Et, alors encore plus massif, Samuel non plus. Il l'a découvert parce qu'un fan avait fait une capture d'écran. Il a seulement confirmé qu'ils avaient ajouté des effets lumineux en post-production et que lorsqu'ils ont tourné, il y avait une espèce de teinte bleutée dans l'éclairage du plateau. Et ça déplace un petit peu la discussion. Parce que j'ai beaucoup lu que la série avait renoncé au fantastique, escamoté la lumière bleue de Maître Raymond. Bon, en réalité, elle l'a bien filmé, ou en tout cas l'intention était là, mais c'est fait de manière si brève que la plupart des fans sont en réalité passés à côté. D'ailleurs, je suis sûre que parmi vous qui m'écoutez là, certains découvrent ce fait. Et en fait, ça pose une toute autre question. Non plus pourquoi ils ont enlevé la résurrection, mais pourquoi ils ont choisi qu'on ne la voit pas. Et à cette question-là, figurez-vous que Meryl Davis a une réponse à nous donner. Parce qu'elle a dû y répondre dans un podcast. Pourquoi faire cette lumière bleue si petite? Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à discerner? Et elle explique que c'était voulu. La lumière bleue, dit-elle, ça peut vite faire un peu toc. Il ne voulait pas d'un voyage dans le temps façon ésotérique, parce que ce qui marche dans Outlander, c'est justement que tout reste très ancré. Et elle ajoute qu'il cherchait quelque chose de subtil, quelque chose qu'on irait rechercher en revoyant l'épisode. Alors je comprends l'intention, et je la trouve même plutôt honorable, mais permettez-moi de penser que le pari est plutôt raté, parce que quand un détail pensé pour être débusqué au second visionnage échappe à l'acteur principal lui-même et à une bonne partie de la presse spécialisée, à de très nombreux fans observateurs, on a probablement dépassé la subtilité. Alors, dites-moi en commentaire si vous aviez vu cette lumière bleue. Et il me reste à vous parler des cheveux de Claire entièrement blancs au tout dernier plan. Vous vous en souvenez peut-être, en saison 4, Hadawehi, cette indienne, annonce à Claire qu'elle accédera à la plénitude de ses pouvoirs le jour où ses cheveux seront entièrement blancs. Et depuis, de temps en temps, j'ai mis la chambre un petit peu là-dessus et on a vu ses cheveux blanchir saison après saison, et notamment depuis, on va dire, fin de saison 6, saison 7. Et là, ils blanchissent totalement en une seule nuit. Alors, deux lectures sont possibles, et la série se garde bien de trancher. Soit le blanchiment est le signal que la prophétie s'accomplit, autrement dit que Claire vient d'atteindre sa pleine puissance au moment exact où elle en avait besoin, ou soit c'est le prix à payer. Elle a puisé dans quelque chose pour ramener Jamie, et ça lui a coûté une partie d'elle-même, ce que le blanchiment brutal rend visible. Alors personnellement, je penche pour la première, parce que ça donne du poids à la prophétie, et puis ça accentue aussi le côté fantastique. Mon quatrième thème, je l'ai nommé la boucle devant et derrière la caméra. La série fait ce qu'on attendait depuis 2014. Écran noir, Inverness, la nuit, sous la pluie, Claire, plus jeune, se brosse les cheveux à sa fenêtre, et en bas, dans la rue, un Highlander la regarde, sauf que cette fois, on va voir son visage. C'est là le vrai cadeau de la séquence. Les images de dos viennent du pilote, l'avancée de Tobias Menzies, Frank aussi, mais tous les plans de face sont neufs, ils ont été tournés exprès pour qu'il n'y ait plus le moindre doute possible. Frank s'approche et demande au Highlander s'il peut l'aider.
On voit Jamie les yeux pleins de larmes, il regarde une dernière fois, il se retourne et il disparaît. Ensuite, il marche et sous ses bottes, les pavés d'Inverness deviennent de l'herbe. La caméra est au ras du sol sur ses bottes et puis elle s'élève. Il monte vers la grande pierre, celle par laquelle Claire est passée. Il pose la main dessus. Évidemment, il ne se passe rien. Il lève les yeux, il sourit et il repart. Et là où il vient de poser les pieds, les myosotis se mettent à pousser. Encore du fantastique et de la magie. Alors à propos des myosotis, il faut que je vous raconte quelque chose. Et c'est un petit peu le hasard. Ce printemps, j'ai planté des myosotis dans mon jardin. Et en fait, au mois d'avril, hein, ils étaient en fleurs. En fait, les myosotis, c'est une fleur du tout début de printemps, pas une fleur d'automne. Dans la série, si vous vous souvenez, Claire monte à Craignadoon à sa main, fin octobre, Halloween. Hein, et en octobre, pas de fleurs pour les myosotis. Et donc cette petite incohérence botanique qui traînait depuis 2014 et qu'on pouvait éventuellement mettre sur le compte d'une inattention de la production, eh bien en fait, elle trouve sa résolution. Le final vient de la transformer en pièce à conviction. Ces fleurs n'auraient jamais dû être là. Et ce qui donne à la boucle sa forme la plus radicale, l'histoire de Jamie et Claire ne peut pas avoir lieu sans que Jamie meure. Pas seulement la fin, l'histoire entière. Leur rencontre elle-même dépend de sa mort à lui, 2 siècles plus tard. Enfin, ça dépend dans quel sens on prend les choses. Et puis, s'ensuit le montage des souvenirs. Et je voudrais vous faire remarquer quelque chose dans sa construction parce que on n'a pas affaire à un best-of de la série. Les souvenirs sont chronologiques, depuis l'épaule remise en place dans la cabane jusqu'aux derniers instants dans la saison 8. Et le critère, en fait, ici est très simple. On ne garde que les moments où ils sont tous les deux dans le cadre. Même quand ça touche à des choses douloureuses, ils sont ensemble. Autrement dit, ce montage ne récapitule pas la série, il récapitule un couple. Et puis on revient sur la montagne, les cheveux blancs, les 2 corps allongés, sur ce qui ressemble beaucoup à une pierre dressée et brisée. C'est la pierre de Craignadoon. La caméra s'approche. Ils ouvrent les yeux de manière fugace. Ils inspirent, très fugacement aussi, et fondus au noir. Maintenant, il faut que je vous raconte les coulisses de cette séquence parce que c'est peut-être ce que j'ai découvert de plus beau en préparant cette vidéo. La scène du fantôme dans le pilote est la toute première chose que Sam Yuan ait tournée pour Outlander. Il le raconte lui-même, ils étaient allés au village de Falkland en Écosse. Il attendait avant d'aller sur le plateau, il pleuvait, il ne comprenait absolument pas ce qu'il était en train de jouer. On ne voyait que le dos d'un type qui regarde une fenêtre. Il s'est demandé où il était, ce qu'il faisait là, qui était ce type et s'il était un fantôme ou non. Et donc il lui aura fallu 12 ans pour avoir la réponse. Un peu comme nous, hein, même si on suspectait bien que c'était Jamie. Et la scène du fantôme, ça c'est encore une boucle qui se boucle, c'est aussi la toute dernière chose qu'il a tournée pour la série, son dernier plan. Il avait d'ailleurs très peur de ne pas pouvoir la refaire parce qu'il se trouvait trop vieux. Et il dit que le costume de la saison 1 lui allait encore presque. La boucle n'est donc pas seulement dans le récit, mais elle est aussi dans la fabrication. Sam Yuan a commencé et terminé Outlander en jouant le fantôme de Jamie Fraser. Et puis, il y a une deuxième anecdote que raconte Matt Roberts. Au tout début de la série, quand Katrina tourne l'arrivée de Claire aux pierres, le vent se lève et lui soulève les cheveux. Et ce n'était pas une machine, hein, c'était tout à fait naturel. Et ça s'est produit à chaque prise. Avec ce détail encore plus troublant, en réalité, le vent ne soufflait pas quand elle regardait les fleurs, il ne soufflait qu'au moment où elle se retournait. Vous l'avez ce plan. 12 ans plus tard, le jour où ils vont tourner le fantôme aux pierres, Matt Roberts dit que c'était la plus belle journée qu'il ait jamais vue là-haut et que la lumière était exactement ce dont ils avaient besoin à chaque moment important. Ils étaient une toute petite équipe, ils ont porté un toast et il conclut en disant que Meryl Davis et Katrina Balfe avaient eu ce moment au début de la série et que Sam et lui l'ont finalement eu à la fin et que c'était comme si l'Écosse leur disait qu'elle allait leur offrir un peu de magie. Moi, je trouve ça beau. Un dernier détail pour les amoureux de l'Écosse, Craignadoon, c'est en réalité une colline près de Kinlochrannoch, au pied d'une montagne qui s'appelle le Schaalion. Il n'y a pas de pierre, hein, ça c'est du fabriqué, mais la colline existe. Et en gaélique, Schaalion, je le dis certainement très mal, mais ça veut dire la colline des fées.
Le lieu de tous les passages entre les mondes a été filmé au pied de la montagne des Fées. Et Sam Yuan, son dernier plan tourné, l'a gravi encore une fois, comme il l'avait fait pendant la saison 1, le jour de son anniversaire. Alors, fini avec les anecdotes, on revient sur la série, sur la fin de la série. Une question se pose, sont-ils vivants? Je vais faire un peu ma Matt Roberts et je ne vais pas trancher, et pas seulement par prudence, parce que, en fait, le showrunner lui-même, donc Matt Roberts, refuse de le faire. Katrina Balfe elle-même dit qu'elle n'est pas très sûre de comprendre complètement cette fin. Moi non plus, je ne prétends pas comprendre. Je peux juste te dire que Matt Roberts est en fait moins flou qu'on ne le raconte. Ce qu'on montre, dit-il, c'est qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils prennent une inspiration. Donc ça, c'est à l'écran, et il n'y a pas d'ambiguïté. Mais en revanche, ce qui appartient au public, c'est le comment, le pourquoi et ce qui vient après. La question ouverte n'est donc pas de savoir s'ils sont morts ou vivants, mais où ils sont. Et là, chacun choisit. Plusieurs options. Soit il y a la résurrection pure et simple. Claire a ramené Jamie au prix de ses cheveux blancs, et c'est la lecture que Diana Gabaldon confirme de son côté. Ou alors il y a la mort commune et le réveil ailleurs, avec cette pierre brisée sous leur corps, que Sam Yuan souligne lui-même. Ou alors il y a la boucle causale, où la fin fabrique le début. Et puis il y a une lecture plus économe, Jamie meurt, Claire le ramène, et son OK à elle n'est pas un retour à la vie, mais le moment où elle sent le cœur de son mari repartir. Et puis il y a sans doute la vôtre, que j'ignore, mais qui est certainement tout aussi valable. Et c'est ça que je trouve beau en fait. Chacun y met sa propre fin là où il a envie de trouver sa propre satisfaction. Une addicte dans notre visio Patreon disait ceci. Et s'ils se sauvaient tous les deux? Claire s'éteint sur cette pierre. Alors ça permet au fantôme de Jamie d'aller la chercher, et en allant la chercher pour qu'elle puisse le sauver, lui, il la sauve elle. Ce qui ferait de ce dernier plan l'image exacte de ce couple depuis 12 ans. L'un ne va jamais sans l'autre, ils se sont sauvés mutuellement je ne sais plus combien de fois, et même dans la mort, ils continuent. Je vous laisse choisir. Je vous dirai peut-être la mienne en commentaire si vous me le demandez. Il reste une chose, et je sais qu'une partie d'entre vous ne l'a pas vue parce que le générique défile et qu'on coupe. Et ça, c'est aussi lié à Netflix. Parce qu'après le générique, il y a une scène finale. 1991, une librairie américaine, et une autrice signe son premier roman. C'est Diana Gabaldon, dans son propre rôle, au moment de la sortie d'Outlander. Et donc, elle se trouve à la librairie The Point and Pen, qui est la librairie partenaire de Diana au Texas. Et à côté d'elle, sur la table, il y a un cahier relié de cuir, le fameux journal que Claire avait commencé à écrire dans un des épisodes précédents. Celui dont les premiers mots ouvrent le roman et le tout premier épisode. Une lectrice lui demande ce que c'est, elle répond que c'est juste un petit peu d'inspiration. Cette scène est réalisée par Katrina Balfe et elle est entièrement bâtie comme un hommage, comme un remerciement. Toutes les personnes qu'on voit dans cette librairie sont des membres historiques de l'équipe de production. Matt Roberts, Merrick Davis, Tony Graffia, le chauffeur de Sam Yuan, la coach de dialecte, et des gens, des accessoires, du casting, de la caméra, des décors, de la comptabilité. Tous les livres sur les étagères portent de faux titres, écrits sur mesure pour taquiner le métier de chacun d'entre eux. La directrice de casting a droit à « Le grand fera l'affaire ». La coach de dialecte a « Dinafash », dictionnaire d'expression écossaise. Le chef machiniste a « Ressaisis-toi ». La comptabilité a « L'affaire de la facture en retard ». Et Tony Graffia, scénariste et productrice, le titre de son livre c'est « Ce n'est pas comme ça que je l'avais imaginé ». Matt Roberts dit aussi avoir caché sur ses étagères des accessoires venus d'anciens épisodes, et je vous laisse scruter la scène et tenter d'en identifier certains. La femme qui fait dédicacer son livre, c'est Margaret Graham, c'est la superviseure de script de la série, et son personnage demande une dédicace pour sa fille qui s'appelle Karen, et on voit très nettement l'inscription sur les livres à l'écran. Alors qui est cette Karen? Le scénario étant signé Matt Roberts, et dans une scène où absolument tout est un hommage, il y a peu de chances que ce prénom soit tombé là par hasard. Et il se trouve qu'il y a une Karen sans qui cette série n'existerait peut-être pas, c'est Karen Bailey, vice-présidente exécutive de la programmation chez Starz,
arrivé en 2006 et qui a accompagné Outlander depuis le tout début. Personne ne l'a confirmé, mais ça me paraît une piste franchement très sérieuse. Ce qu'on sait en revanche avec certitude, c'est que Diana Gabaldon a dit sur son forum qu'en signant, elle a pensé à notre Karen. Et donc, notre Karen, c'est Karen Henry qui administre et modère la section dédiée à Diana Gabaldon sur The Lead Forum. Ce n'est pas la première apparition de Diana dans la série. Elle jouait déjà Yona McTavish dans la saison 1, épisode 4. Ce qui veut dire, si vous voulez vous amuser, que la même femme apparaît au château de Léor en 1743, puis dans une librairie américaine en 1991, sans avoir pris une seule ride. Katrina Balfe en fait elle-même la blague. Sa théorie, c'est que Diana est Claire, que son mari Doug est Jamie, et qu'elle vit au grand jour en voyageuse du temps, puisqu'elle ne vieillit pas. Et puis la lectrice repart avec son livre, je reviens à la scène, et elle dit « Merci beaucoup », et Diana répond « Je vous en prie ». Thank you so much. You're very welcome. Ce sont les derniers mots de la série. Pas une réplique de Claire, pas une réplique de Jamie. Une lectrice qui remercie et l'autrice qui lui répond « De rien ». Alors qu'est-ce qu'elle aura fait finalement cette dernière heure? Elle aura rangé le monde avant de partir. Un testament, des objets distribués, une maison confiée, une enfant rassurée, des abeilles prévenues. Et pendant tout ce temps, elle nous aura fait exactement la même chose. À nous, public. J'avais dit à chaud le premier soir que j'avais eu l'impression que la série nous parlait à nous, que ces adieux entre personnages nous étaient aussi adressés. Je l'ai redit en visio avec vous et j'avais un peu peur qu'on me trouve sentimentale. 3 mois plus tard, après avoir tout relu, tout revu et écouté à peu près toutes les interviews disponibles, je peux vous dire que je pense que je ne l'avais pas rêvé. C'est vraiment dans le texte. Quand Claire prend Fanny contre elle et lui dit qu'il y a quelque chose qui les relie au-delà du temps et de l'espace, qu'elle n'est pas seule et qu'elle ne le sera jamais, quoi qu'il arrive et où qu'elle soit, elle ne parle pas qu'à une petite fille. Et regardez très précisément ce qu'elle lui promet, parce que c'est là que tout se joue. Claire ne promet jamais ce qu'elle ne peut pas tenir. Elle est incapable de jurer à cet enfant qu'ils reviendront. Alors elle ne le fait pas. Elle lui promet la seule chose dont elle soit sûre, que le lien, lui, ne se coupera pas. Et c'est très exactement ce que la série est en train de nous dire à nous. Elle ne peut pas nous promettre de revenir, pas encore. Personne ne sait aujourd'hui s'il y aura un film, une suite ou un tome 10 adapté un jour. Elle ne nous ment pas là-dessus, et je trouve que c'est honnête. Mais elle nous promet ce qu'elle peut tenir, que ce qui nous relie à ces gens-là ne se coupera pas, que dans 5 ans, dans 10 ans, le soir où vous relancerez le premier épisode, ils seront là, exactement où vous les avez laissés, et que vous ne serez pas seul à les y retrouver. Et c'est encore dans la dernière seconde, quand une lectrice dit merci et qu'on lui répond « je vous en prie ». Entre les deux, il y a une histoire d'amour de 12 ans et une série qui aura passé son dernier épisode à nous apprendre à vivre sans elle. Et puis il y a le générique de fin. Raya Yarbrough, seule, d'abord a cappella, sans un instrument. La voix qui avait ouvert la série vient la refermer, toute nue. Et je suis émue à chaque fois que je l'entends. C'est fini. Voilà les addicts, dites-moi tout en commentaire. Cette fois, j'ai vraiment envie de vous lire. Il y a plusieurs questions. Est-ce que vous avez vu ce flash de lumière bleue? Est-ce que vous aviez entendu Jamie demander si les abeilles étaient mortes? Et surtout pour vous, où sont-ils à la fin? Que sont-ils devenus? Et puis j'ai une demande particulière aujourd'hui. Katrina Balfe raconte en interview qu'en regardant le montage de souvenirs de la fin, elle s'est dit que si elle avait dû le faire elle-même, il aurait été complètement différent et que chaque spectateur en aurait fait un autre. Alors dites-moi le vôtre, une image, une seule, celle que vous auriez absolument mise dedans et qui n'y figure pas. Et puisqu'on parle de nous, un mot sur mon Patreon. Je suis obligée. Je ne vais pas vous le présenter comme un catalogue d'avantages parce que c'est pas ça. En fait, pour moi, c'est simplement l'endroit où on n'est pas seul. Là où, quand un épisode nous a mis par terre, on peut se retrouver, en parler avec des gens qui comprennent exactement ce qu'on ressent. Et c'est aussi l'endroit où cette histoire continue à vivre autrement, à travers nos visios, nos book clubs, les interviews que je sous-titre pour vous, et tout ce qu'on se raconte entre nous, tout ce qu'on rajoute qui concerne la série. Aujourd'hui, plus que jamais, ça a du sens, parce que la série est finie, mais nous, on est encore là. Alors on se retrouve très vite, et je peux déjà vous dire ce qui vous attend. D'abord, et je vous l'ai annoncé dès l'intro, il y aura une deuxième vidéo.
celle du bilan où je vous parlerai de la saison 8 dans son ensemble, de ce qu'elle a réussi et de ce qu'elle a dû sacrifier et de tout ce qui reste encore en suspens. Fanny, les couleurs de Mandy, le petit Davy. Et puis, je vous parlerai aussi de ce qui nous attend encore, parce qu'il y a encore des choses à attendre. Et puis ensuite, on tourne la page vers Blood of My Blood, parce que la saison 2 arrive. Et je vous prépare un récap complet de la saison 1, pour celles et ceux qui l'ont vu il y a longtemps ou qui n'ont jamais osé s'y mettre. Vous pourrez comme ça nous rejoindre sans avoir tout revu. Je vous prépare aussi une collaboration avec notre addict Valentine, que certains d'entre vous connaissent. Et elle va réaliser une série de portraits de personnages de Blood of My Blood sous l'angle de sa spécialité, qui est l'astrologie. Je couvrirai bien sûr la promotion de la saison 2 de ce préquel, comme je l'ai fait pour Outlander. Et surtout, en marge de tout ça, on remet ça, une visio débrief chaque semaine, après chaque épisode, pour continuer à décortiquer tout ça ensemble. Parce qu'au fond, c'est ça qui ne s'arrête pas, notre lien. Alors en attendant tout ça, prenez bien soin de vous et merci, vraiment merci, d'avoir fait tout ce chemin avec moi. On se retrouve très vite.